est dans l'atelier marbrerie du musée d'Aquitaine, là où se font la restauration des pierres et le nettoyage. En ce moment, c'est des copies d'œuvres pour le parcours tactile qui sera mis en place prochainement. Je suis très en demande de taille dans l'atelier, puisque c'est mon métier de base. Donc quand ils ont proposé de faire des copies, je leur ai proposé de le faire en pierre pour qu'il y ait cette même sensation au toucher. Les pierres, elles ont tous des grains différents. Quand je prends l'œuvre dans mon atelier, je regarde justement le grain, la densité que peut avoir la pierre. Et puis avec mon fournisseur de pierres, j'essaye de retrouver justement le grain le plus rapprochant. Pour faire la reproduction des œuvres, en fait, j'utilise un 3 points, qu'on peut appeler aussi conformateur. C'est le principe de faire des reports de points, des reports de mesure, de profondeur, de l'original à la copie, donc du bloc de pierre. Et on taille jusqu'à ce qu'on arrive à la profondeur du point. En fonction de l'épaisseur à enlever, l'outil va être plus gros au tout début de la taille. Et après, plus on va se rapprocher des points, plus on va utiliser des ciseaux, des gravelets plus fins, jusqu'au rifloir, du coup, qui est une petite trappe pour limer la pierre. Faire une copie, c'est refaire les gestes qui ont été faits pendant la création de l'œuvre. La plupart du temps, on refait entièrement l'œuvre et après, on casse les parties qui ont été cassées par le temps ou avec des outils et que nous, on reproduit. Donc, on utilise le même outil et on refait le même geste et donc on recasse les mêmes parties. Donc bon, ça c'est un peu plus déchirant quand même. Ça fait partie de ce travail de refaire le cycle vraiment de l'objet, tout ce qu'il a pu subir. On a l'impression de suivre les empreintes de la personne qui a créé cette œuvre avant, de participer aussi à ce passé en le faisant actif au présent. C'est toujours émouvant de le faire et puis de le terminer et puis de se dire aussi que forcément il sera à côté de l'original. Donc c'est beaucoup d'émotions. Ouais. Ce parcours sensoriel au musée d'Aquitaine a pour vocation de rendre accessible à tous le patrimoine, les collections qu'on présente au musée. Donc pour des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi pour tous les publics. Imaginez un parcours sensoriel dans l'ensemble en fait, du parcours permanent du musée d'Aquitaine qui s'appelle 400 000 ans d'histoire, qui couvre près de 5000 m² avec plusieurs milliers de pièces de collection. Et donc l'idée c'était d'essayer de faire une sorte de colonne vertébrale à travers 29 stations. On avait réalisé cette maquette pour décrire un peu au départ comment on allait agencer les différents éléments. Après avoir déterminé les surfaces, les dimensions, etc., on a commencé à dessiner à la main les différents éléments que l'on allait faire apparaître en tactile. Ces dessins au calque qui sont faits au trait, à la table lumineuse, on les a scannés, on les a passés dans Illustrator et on est venu les épurer jusqu'à obtenir l'essentiel du trait qui permettait de comprendre ce qu'on voulait représenter. Alors d'abord, c'est hyper intéressant, mais ça demandait de changer mon cerveau quelque part dans la manière habituelle que j'avais de travailler. Parce que moi, je travaille avec l'œil, et là, on me demandait de ne pas travailler avec l'œil, mais de travailler avec la main. Par exemple, la Vénus, donc il a été découvert sur une paroi, donc il fallait déjà signifier que c'était une paroi rocheuse. Donc là, on savait qu'il allait falloir mettre une trame de matière pour signifier que c'était de la pierre et de la roche. Pour l'eau, il y a des éléments comme ça que l'on représente toujours de la même manière avec les mêmes signes. Donc l'eau, elle sera toujours représentée de cette manière-là. Ça, c'est la peinture. Donc après, ça, c'est le dessin tactile. Et là, je redécoupe. Ça, c'est les trames. Ça, c'est tout ce qui va être imprimé en niveau de relief 2. Et ça, en niveau de relief 1. Et donc après, quand on superpose, on arrive à ça. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel et donc d'épurer au maximum pour faire comprendre ce qu'elle représente. Là, les dessins tactiles ont été validés et après, on envoie imprimer. Mais là, c'est encore une autre étape parce que l'imprimeur, il a comme des têtes qui diffusent de la résine. Le niveau de relief 1, c'est une première épaisseur et niveau de relief 2, c'est une épaisseur supplémentaire. On peut faire beaucoup de niveaux de relief, mais après, il faut avoir une sensibilité au niveau des doigts qui est extrême.
Nous avons acquis une véritable expertise dans cette question de l'accessibilité pour pouvoir réaliser ce dispositif qui est extrêmement ambitieux à l'échelle nationale, voire européenne. Par exemple, on a une rosace absolument énorme qui vient du couvent des Grands Carmes, qui est sans doute une des plus grandes rosaces que l'on puisse voir dans un musée au monde, et des personnes justement d'une association qui sont en situation de handicap. Donc on travaillait à une maquette en modèle réduit pour qu'on puisse toucher, pour qu'on puisse comprendre sa géométrie, son organisation. En discutant avec le musée, donc j'ai proposé de faire la rosace. Je l'ai proposé également donc à mes compagnons non et malvoyants. Il a fallu que nous assemblions à blanc les pétales entre eux sur la virole. La virole, c'est la partie centrale, entièrement fait par un de mes non-voyants, au papier de verre. On n'utilise aucun appareil électrique. En y allant tranquillement, ça permet également d'apaiser l'esprit. Le cerveau s'en va au bout des doigts. Ça permet de réfléchir, d'être décontracté. C'est une forme de thérapie. Donc on a commencé à travailler, ça fait 4 ans dessus. Donc là, j'en suis à la jonction de 2 pétales. Cette face est du hêtre et nous avons la face postérieure qui est du poirier. C'est-à-dire que c'est une essence beaucoup plus dure, mais qui a une texture différente, afin que les visiteurs, en touchant les 2 essences, sentent la différence. Moi, je suis maquettiste d'arsenal, c'est-à-dire que c'est la marine du XVIIIe siècle, et je ne travaille qu'avec des essences nobles, du poirier, du noyer, du buis. J'avoue que je préfère le poirier parce que le fil est très ténu, et au niveau de la proportion, au niveau de l'échelle, ça se rapproche davantage de la réalité. Et il y a vraiment un rendu qui est très très doux, très soyeux, très agréable, et on a envie vraiment de laisser aller notre main et notre regard. Là, j'ai proposé de faire l'amphithéâtre du Palais Gallien, le patrimoine bordelais, que beaucoup de Bordelais ne connaissent pas, ne savent même pas qu'il y avait un amphithéâtre. La maquette du Palais Gallien, voilà, donc elle est partie à partir des plans, des fouilles qui ont été réalisées par l'archéologue. À partir de ça, c'est la façade qui est actuellement visible. Les archéologues donc, ont pris des photos, ont fait une structure numérique. L'élément fondamental, c'est qu'il y avait 4 castes différentes de spectateurs. Il ne fallait pas qu'elles se voient ni ne se croisent. Nous nous référons également au Colisée pour voir donc la combinaison. C'est un travail de maçon, un travail d'architecte, de géomètre, d'ingénieur, d'archéologue bien sûr, sans oublier le côté civilisation romaine. Donc c'est vraiment une maquette qui est extrêmement fouillée. La maquette de Jacques, elle nous permet de nous rendre compte que les hypothèses qui étaient formulées jusqu'à présent pour la circulation à l'intérieur de l'amphithéâtre pour les spectateurs et aussi pour l'élévation des murs ou des choses comme ça, c'était pas valable. Et l'éclairage. Donc l'éclairage non plus n'était pas valable. Donc son travail, il est technique, mais il est aussi scientifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il nous pousse à aller chercher plus loin des nouvelles hypothèses pour comprendre comment fonctionnait réellement l'amphithéâtre et non pas comment on croyait qu'il fonctionnait. Et Jacques, il est là pour nous dire si ça marche, ça ne peut marcher que comme ça, ou là ça marche pas, trouver une autre solution. Donc c'est vraiment un va-et-vient quotidien, ce qui explique que c'est un travail de fourmi, que des fois il faut construire rapidement et des fois détruire ce qu'il a fait pour reconstruire une nouvelle hypothèse. Donc on a ce regard à 3 qui permet d'avancer sur la maquette. Alors concrètement, on va découvrir donc 29 stations avec un compagnon de visite, avec une audio-description. Dans certains espaces aussi des odeurs pour d'autres handicaps et puis de toute façon pour être accessible pour le plus grand nombre. Nous, on est une fonderie d'art, on a été créé en 1997. Le challenge était donc de reproduire l'œuvre sans pouvoir la toucher. On a donc un partenaire qui est venu et qui est allé au musée pour faire une photographie 3D de l'œuvre originale et m'a fourni un fichier qui était tout à fait exploitable. Ça a pris peut-être 300 heures à imprimer et à la fin des 300 heures, j'avais un puzzle en 3 dimensions de la statue équestre qu'on a reconstitué à l'atelier. On a fait les retouches.
Et ensuite, on a fait un moule souple, un moule en élastomère, qui a permis de faire une reproduction en cire de l'œuvre originale. Cette reproduction en cire, on l'a enrobée dans un plâtre réfractaire, un plâtre qui tient à très haute température. On a mis l'ensemble dans un four. Le four a fait fondre la cire, donc le modèle a disparu, il restait une empreinte, une forme en négatif correspondant à la forme de ma pièce. On a coulé du métal en fusion qui a occupé tout l'espace qui était précédemment occupé par la cire. Le bronze en fusion est coulé à 1200 degrés. Là, le moule, il est rempli de métal en fusion, le métal s'est solidifié en refroidissant. Maintenant, l'étape suivante, on va casser le moule en plâtre, extraire la pièce brute de fonderie. Ensuite, on va nettoyer avec un nettoyeur haute pression tout le plâtre qui a pu coller à la surface de la pièce brute. On va découper tous les artifices de coulée. Et ensuite, on va retravailler toute la surface avec des petits outils, des petits ciseaux, des burins, des limes, pour retrouver un peu l'esprit et l'esthétique de la pièce. Malgré tout, bien que ce soit la copie exacte, elle aura quand même une âme contemporaine, un aspect contemporain. Parce que c'est une œuvre artistique, donc on va faire des choix esthétiques qui seront les nôtres propres, qui ne sont pas ceux du fondeur qui l'a fait ou de n'importe quel fondeur qui pourra intervenir sur cette pièce. Donc ce n'est pas exactement la même, mais il n'y a que nous qui le savons. Bien souvent, on interdit au public de toucher les œuvres pour des raisons de conservation, essentiellement. Mais là, en fait, l'idée, c'est effectivement de pouvoir sentir et ressentir à travers ses sens. On est au cœur de ces missions de transmission du patrimoine. L'une des forces de ce projet, c'est ce qui va se passer demain. C'est-à-dire comment, en fait, des associations, des structures qui s'occupent de médiation vont vraiment s'approprier ce dispositif. Ce parcours n'est pas du tout une fin, c'est vraiment un début.